Bonjour et bienvenue dans mon podcast What's Your Green Plan. L'objectif de ce podcast est de créer un espace de discussion autour de la durabilité en explorant comment des leaders d'opinion, entrepreneurs, freelance, solopreneurs et citoyens engagés comme vous perçoivent et intègrent la durabilité dans leur quotidien professionnel et personnel. Aujourd'hui, j'ai la chance et l'honneur de recevoir Jérémy François. Jérémy, est-ce que tu peux te présenter, sachant que, petit spoiler, c'est quelqu'un avec beaucoup de talent, qui est pour moi multipotentiel et qui a toute sa place dans ce podcast. Écoute, déjà, bonjour Alexia, bonjour à l'audience. Merci de l'invitation. Alors qui je suis? Pour résumer très rapidement, donc je suis Jérémy François, comme tu l'as si bien dit. Je suis aujourd'hui formateur principalement donc sur des thématiques telles que le growth hacking, la data, l'IA et le produit. Et à côté de ça, j'ai une académie donc qui s'appelle Self Upgrade qui, aide les passionnés et les experts à créer des produits digitaux autour de leurs passions. Super. Alors aujourd'hui, je t'ai invité justement parce que tu travailles dans un domaine qui, pour moi, potentiellement, peut manquer de durabilité. Et j'avais envie que tu nous partages un petit peu comment, bah, toi, aujourd'hui, tu le ressentais? Est-ce qu'il y a des initiatives que tu vois autour de toi? Est-ce que toi-même, tu intègres de la durabilité dans ton cercle professionnel? Ouais, très bonne question. Alors, déjà, dans un premier temps, pour se mettre d'accord un peu sur la définition, ou comment moi, en tout cas, je définis la durabilité de mon point de vue. La durabilité, pour moi, c'est une utilisation, en fait, si tu veux, respectueuse des ressources qui sont mises à ta disposition et surtout de les utiliser de façon responsable. Et donc, du coup, à ce moment-là, moi, si tu veux, ce que je fais beaucoup, donc en growth hacking, donc moi, je suis beaucoup sur la partie automatisation, si je puis dire. Donc, j'utilise pas mal d'outils qui vont venir euh, récupérer de la donnée, cleaner, donc nettoyer de la donnée, et puis ensuite automatiser des processus de prise de contact ou autre. Et si tu veux, pour répondre à ta question, alors oui, je pense que le growth, on est tellement des fois innovant, à la pointe de tout, qu'en fait, durabilité veut dire jeu de long terme pour moi aussi, c'est-à-dire qu'est-ce que tu mets en place à un instant T sans que tu y aies à y retoucher tout le temps. La vérité, on en parlera un petit peu après, c'est que en growth, il y a des fois une difficulté, c'est qu'il y a tellement d'outils nouveaux, les usages changent tellement que souvent tu vas aller tester à gauche, à droite, tu vas peut-être pimper ton workflow un petit peu plus, rajouter tel outil, rajouter tel API, etc. Et cetera. Et donc du coup, par rapport à ça, je pense qu'il faut, en tout cas, moi, c'est le parti pris que j'ai, c'est un peu d'avoir la politique, je mets des guillemets, du moins pire. C'est-à-dire que je me dis: «OK, voici l'écosystème dans lequel j'évolue. Comment moi je peux faire en sorte de justement ne pas, avoir toujours à faire la même chose, à répéter, à bidouiller?» Et comme je suis ancien développeur web, il y a un peu une thématique ou on va dire un peu une phrase toute faite qu'on utilise, c'est ce qu'on appelle la méthode DRY, donc DRY pardon, et qui veut dire en fait don't repeat yourself. Donc en gros, dès que tu fais quelque chose, assure-toi de le coder à un seul endroit pour ne pas avoir à le recoder sur toutes les pages. Et ben en fait, j'ai un peu la même approche, donc pour répondre à ta question, c'est-à-dire que je me dis comment je peux réussir à mutualiser mes forces, mutualiser mes efforts à un seul et même endroit. Ça peut être un seul outil d'automatisation, ça peut être aussi dans le choix des outils, dans les benchmarks, et essayer de prendre un outil qui fait plusieurs choses que moi j'ai besoin de faire. Et c'est un peu comme ça, si tu veux, que moi j'approche cet aspect pardon, un peu durabilité. Génial, waouh! En fait, on est à 4 minutes du podcast. C'est déjà plein de valeur. Donc merci. Alors justement, j'ai plein de questions. Tu disais que tu étais, à la base codeur. Est-ce que tu peux nous retracer un petit peu ton parcours pro? Comment tu en es arrivé là? Parce qu'avec toi, on parle produit, on parle growth, on parle IA, on parle automation, on parle no code. Alors est-ce que tu peux nous resituer un petit peu? Ouais, avec plaisir. Alors, au début, j'ai fait des études pour faire plaisir à ma mère. Donc, au début, moi, j'ai commencé juste avec un master en finance. Donc, j'ai travaillé à la banque. J'ai pas forcément aimé l'univers, si tu veux. J'étais pas forcément la bonne personne pour matcher dans ces univers-là de grands groupes et autres. Et puis du coup, je suis parti en Australie. En Australie, rapidement, c'est trop marrant, mais moi, je faisais du jardinage, je faisais des petits boulots de construction ou autre. Et en fait, j'avais deux colocs qui travaillaient depuis leur PC. Et puis un jour, je leur dis juste,
qu'est-ce que vous faites les gars? Il y en a un qui était développeur web d'ailleurs, et puis l'autre qui faisait du e-commerce. Et je me suis dit: «Ah ouais, c'est trop bien en fait», le covid n'était pas encore passé par là, c'était en 2017. Et donc du coup, en fait, il travaille à distance, il voyage en même temps, et pour moi, c'était quand même quelque chose d'un peu, je mets des guillemets, même un peu révolutionnaire, quoi. Et donc du coup, je suis revenu me former. Et pour répondre à ta question, donc ce que j'ai fait professionnellement, donc j'ai été chef de projet digital. Ensuite, j'ai été, ben, du coup, développeur en SS2I, donc en ce qu'on appelle une ESN, une entreprise de services numériques, donc de consultant. J'ai aussi fait du growth à ce moment-là. Et juste, en fait, coder, j'aimais ça, mais en fait, je voyais pas la finalité de me dire coder tous les jours, 7, 8, 9, 10 heures par jour. Je pensais que je pouvais faire un petit peu plus. Et c'est comme ça que je me suis mis un petit peu sur le growth en faisant en tout cas en codant pour de la stratégie, et en ayant quand même une approche un peu business. C'est-à-dire que il y a des meilleurs codeurs que moi, il y a des meilleurs marketeurs que moi, mais ce sweet spot de dire je sais faire de la technique et je sais faire du marketing et du business, en fait, j'ai trouvé un sweet spot qui était pertinent. Et puis du coup, j'ai eu la chance donc d'être lead growth chez Growth Tribe, donc qui est le leader européen growth hacking. J'ai été head of growth aussi chez Prelo, qui est une startup qui fait de l'immobilier en résidence secondaire de luxe. Et aujourd'hui, si tu veux, tu as dit au début un mot multipotentiel. Effectivement, j'aimais pas trop ce mot avant, mais en fait, je pense que ça me caractérise un petit peu parce que j'ai un peu parlé avec d'autres personnes un peu comme ça. Et effectivement, je peux être passionné de beaucoup de choses. Je peux aller creuser profondément beaucoup de sujets. Et c'est comme ça qu'en fait, j'en arrive à creuser des sujets comme ben, le produit, l'IA, le growth. Et puis en fait, le growth étant, si tu veux, au carrefour de plusieurs thématiques et de plusieurs pôles, ben, en fait, forcément, tu peux discuter et travailler avec différentes notions dans ces domaines-là. Génial. Enfin, moi, à chaque fois que je te parle, j'ai l'impression de grandir, donc ça, c'est top. Ça fait aussi partie, tu sais, pour moi, la croissance durable, c'est côtoyer des personnes qui te font grandir. Alors justement, donc je sais qu'il y a un point très important chez toi, c'est la data. Est-ce que tu peux nous dire justement à quoi ça sert la data? Et pour toi, comment on peut l'utiliser justement pour, intégrer plus de durabilité? Parce que moi, j'y crois beaucoup à ça. Ouais, non, très bonne question. Pour t'expliquer ça, je vais te parler d'une fois où donc j'ai eu la chance de coacher pas mal, d'entrepreneurs quand j'étais chez Growth Tribe, et moi-même j'ai aussi été dans un codir aussi. Et en fait, quand tu fais des réunions avec des personnes donc, au niveau stratégique, on dit: ben voilà, imaginons il y a un souci à tel endroit, ou bien peut-être qu'on a donc le framework R, hein, peut-être qu'on ne présente plus, mais en tout cas qui récapitule un peu le funnel qu'on utilise beaucoup en growth. Et si tu veux, on peut peut-être se dire, par exemple, on a un problème en acquisition ou en activation ou en rétention, peu importe, où est-ce qu'il y a une fuite, un goulot d'étranglement. Et en fait, en général, la réponse des personnes, c'était toujours de dire: «Ah ben, il faut qu'on mette plus d'argent, il faut qu'on mette plus de budget». Et moi, en fait, venant d'où je viens, à chaque fois, ça me perturbait de me dire: «Mais en fait, la seule réponse qu'on a, c'est à chaque fois juste, mettre plus d'argent. Juste essayons les gars de faire, mieux avec ce qu'on a et potentiellement avec un petit peu moins». Donc en fait, moi, mon parti pris, même en tant que head of, ça a toujours été, de faire beaucoup avec très peu. Et pour répondre à ta question sur la data, en fait, qu'est-ce qui t'aide à faire ça? C'est la data, parce qu'en fait, on parle beaucoup alors je ne sais pas s'il y a un terme en français, mais en anglais, on dit data driven, data driven, et donc du coup, ça nous permet de prendre des décisions. En fait, on ne fait que prendre des décisions basées sur la donnée qu'on a à un instant T. Je caricature beaucoup. Tu vas avoir 3 canaux d'acquisition, donc tu vas avoir de l'influence marketing, tu vas avoir du SEO et tu vas avoir du paid. Eh ben, en fait, la data va te dire: «OK, quel est ton CAC? Donc quel est ton coût d'acquisition sur chaque canal? Quelle est ta customer lifetime value sur chaque, en tout cas en fonction de chaque prospect qui devient client dans ton funnel? Quel est le niveau, donc le K-factor, donc la recommandation, c'est-à-dire chaque personne qui rentre en contact avec ton produit, combien de personnes elle te ramène via le referral?» Et en fait, basé sur ça, au final, si demain tu dois mettre plus de budget, tu sauras sur quel canal tu devrais le mettre. Par contre, juste pour compléter ma réponse sur ta question, qui dit data, donc prendre des bonnes décisions basées sur la data, dit bon tracking. En général, les gens ne savent pas forcément traquer, et il y a bien traquer et ensuite il y a bien interpréter, savoir faire parler la donnée. Donc en fait, tu vois, tu as un petit peu trois tripartites, pardon. Tu as traqué ta donnée, tu as bien interprété, et ensuite tu as, du coup, prendre des décisions basées sur celle-ci. Super. Alors attention, on a, utilisé beaucoup de mots techniques, donc on va peut-être redéfinir un peu.
Est-ce que tu peux nous réexpliquer, expliquer à l'audience, ben, pour toi, c'est quoi le GROS, un workflow et justement ce fameux framework art? Parce que je suis pas sûre que tout le monde sache, en fait, ce que c'est, s'il te plaît. Ouais, avec plaisir. C'est vrai, my bad, je m'excuse pour ça. Alors le growth pour moi, ça va être en fait, pour à chaque fois l'expliquer, je le compare au marketing. Le marketing pour moi, c'est des bonnes pratiques. Quand on dit qu'il faut faire du contenu, quand on dit qu'il faut faire du paid, quand on dit qu'il faut faire des événements, quand on dit qu'il faut faire, des partenariats et cetera, ce sont des bonnes pratiques marketing et on sait que ça fonctionne. Donc c'est-à-dire qu'on sait que si on met les moyens, l'envie dessus, on sait que ça fonctionne. Le growth pour moi, c'est un petit peu à côté, donc c'est comme une parallèle, pour faire un parallèle avec les mathématiques, mais c'est comme une parallèle où en fait, on va tester des choses et moi je le compare toujours à un pôle R&D dans une entreprise et surtout dans le pôle marketing. C'est-à-dire qu'en fait, on va aller tester des choses, on ne sait pas si ça va fonctionner, donc on parle d'expérimentation, mais par contre, quand une expérimentation fonctionne, on peut avoir des très hauts pics de croissance. Ça, je l'ai connu en entreprise, je l'ai vu, et il y a qu'en faisant justement de l'itération comme ça. Donc le growth pour moi, c'est ça, c'est vraiment à chaque fois chercher un peu des stratégies donc basées sur la data, mais qui sont pas forcément du marketing, c'est-à-dire puisqu'on doit faire des choses des fois que les concurrents ne font pas, pour justement prendre un peu d'avance sur ça. Ça, c'est le premier point. Tu m'as demandé ensuite un workflow. Donc un workflow pour moi, c'est une suite d'actions que on va parfois automatiser, parfois non automatiser. Par exemple, si je dis je dois récupérer des profils LinkedIn. Ensuite, sur ces profils LinkedIn, je dois trouver les adresses mail. Et ensuite, je dois lancer une campagne sur ces mêmes emails. Eh ben ça, c'est un workflow, par exemple, de lead gen, donc de génération de leads, en l'occurrence. Je peux le faire manuellement, je peux le faire de façon automatisée. Donc, en l'occurrence, un workflow, c'est juste une suite d'actions. Et il y avait un troisième terme que tu m'as demandé de définir, qui est le framework R. Alors, le framework R est un acronyme, donc AARRR, qui stipule donc plusieurs étapes du tunnel de conversion, à savoir le premier, acquisition, donc les gens qui viennent sur votre site web, etc., ou sur votre produit. Ensuite, l'activation, donc à quel moment cette personne, elle démontre un intérêt notoire pour notre produit, c'est-à-dire le moment où elle expérimente la première valeur de notre produit. Donc par exemple, elle s'inscrit à une démo gratuite, elle fait une demande de brochure, elle va de prendre par exemple un rendez-vous avec un sales, etc. Ensuite, on a tout ce qui est, alors ça dépend, les acronymes ne sont pas forcément toujours dans le même ordre, mais par exemple, ensuite on a le revenu, donc quelqu'un qui dépense chez vous. Ensuite, une fois qu'elle a dépensé, on parle de rétention, donc est-ce qu'elle dépense, à quelle fréquence elle dépense. Et puis ensuite, on a le referral, donc les gens qui ont vécu une bonne expérience chez nous, en fait, ben, est-ce qu'ils recommandent avec du bouche à oreille nos éléments. Et si vous voulez, en gros, on utilise ce framework pour à chaque fois avoir des métriques à chaque étape du funnel et justement voir où est-ce qu'on devrait mettre les efforts, puisque à chaque fois dans les entreprises et même en business, pardon, c'est toujours une tripartite, du moins une tripartite, plus une dualité entre ce qu'on doit faire et ce qu'on peut faire. Et ce qu'on peut faire, bah, du coup, on le priorise avec la data qu'on a à un instant T pour savoir où est-ce qu'on va agir. Super, hyper bien, expliqué. Pour revenir un petit peu à notre sujet, qui est la durabilité, est-ce que toi, tu as toujours eu une sensibilité pour ces questions-là? Ou est-ce que c'est Alors, venu avec le temps, tu vois? ouais, en fait, je pense que je l'ai toujours eu, mais sans forcément le savoir. C'est plus de façon, si je puis dire, intrinsèque et un peu implicite. Je m'explique dans le sens où moi j'ai grandi, ben, en Martinique du coup, et quand on grandit en Martinique, donc c'est dans l'archipel des Antilles, il y a plusieurs choses. Il y a des tremblements de terre, il y a des cyclones, il y a des coupures d'eau, il y a des coupures d'électricité. Donc en fait, naturellement, on comprend que, première chose, on peut pas faire ce qu'on veut. C'est-à-dire que des fois, on est sujet, on dépend de la nature en fait. Il y a pas trop de temps, je sais même pas comment l'expliquer autrement, c'est que si aujourd'hui il y a un cyclone, il y a une onde tropicale, demain tu auras pas de courant, il y aura pas trop de débat. Donc en fait, à partir de là, je pense que on apporte de la valeur. Tu sais, il y a toujours un lien entre la valeur et la rareté. Et par rapport à ce que tu dis en termes de durabilité, bah, en fait très tôt, moi j'ai compris que, ben, on faisait par exemple des réserves d'eau, par exemple. On gaspillait pas l'eau n'importe comment. On avait des bougies tout le temps à la maison, on savait où elles étaient au cas où il y avait des soucis. Et après, moi, dans mon domaine, bah, en fait, ça s'est transposé puisque du coup, comme j'ai été éduqué comme ça, à me dire: «Fais attention, réfléchis toujours au lendemain» et cetera. En fait, j'essaie toujours d'avoir des actions qui sont, long terme. Et même en business, en termes de relations aussi avec les gens, j'essaie toujours de me dire: «En fait, le monde, il est petit, on va amener à se recroiser, bah, essayons en fait juste d'avoir un bon mood, les uns les autres, quoi».
Et donc du coup, par rapport à ça, j'ai toujours en fait, si tu veux donc comme je te dis, c'est plus implicite. Je me suis pas dit: «Oui, la durabilité, c'est important, oui, je vais le mettre en place». Mais en fait, par mon éducation et par, de là où j'ai grandi, en fait, je l'applique à la fois au à ma vie personnelle, si je puis dire, mais aussi du coup à ma vie professionnelle. Quand je te parlais justement de non, peut-être que je n'en ai pas encore parlé, mais de tout ce qui est mutualiser les outils. Moi, j'essaie beaucoup de mutualiser les outils, d'avoir un seul outil d'automatisation, de rassembler les workflows. Je regarde beaucoup s'il y a un outil qu'on paye pour rien, alors que ça génère rien du tout, bien qu'on l'utilise pas, on le paye juste, pour avoir la conscience tranquille, ben, moi j'arrête de le payer. Tu vois? C'est plus, cette démarche, de dire, pas anti-gaspillage, mais en tout cas essayer de faire attention, quoi. C'est génial ce que tu dis. Moi, souvent, je suis beaucoup, dans le, maximum, 5 outils, pas plus que les 5 doigts de la main, tu vois? Et alors par rapport justement aux indicateurs, on a parlé de data. En gros, on utilise, ben, les KPI, tu as parlé de métriques. Est-ce que tu pourrais, nous partager des KPI que, tu estimes être des KPI durables? Tu vois, qu'il faudrait suivre et qu'il faudrait, mettre dans ton plan de croissance? Ouais, moi, le KPI principal que je suis, c'est, dans un premier temps, le coût de ma stack technique. Donc stack technique, c'est juste un ensemble d'outils qu'on utilise, donc en growth hacking et en fait, ça me permet, comme je te disais juste précédemment, ça me permet de savoir quels sont les outils qui, des fois, coûtent beaucoup d'argent parce que qui dit coûte beaucoup d'argent, dit aussi un coût élevé dans ta stack, donc l'ensemble d'outils. Mais aussi, je vais aussi beaucoup regarder les utilisations serveurs. C'est-à-dire que, quand tu vas faire donc des workflows que j'ai définis précédemment, ça va être de se dire: «OK, j'ai combien de workflows qui tournent par mois? Ils me servent à quoi? J'ai combien de call API que je fais? À quoi ils servent?» Et en fait, moi, je vais beaucoup, en tout cas moi sur ma verticale, c'est beaucoup ce que je vais regarder, c'est-à-dire le nombre de call API, mensuels, le nombre de workflows, mensuels et beaucoup le coût de la stack technique. Alors, est-ce que tu peux, redéfinir API pour, notre audience? Parce que je pense que Oui, tout le monde ne connaît pas. ouais, excuse-moi, encore, Non, c'est mais trop de on jargon. on a de la chance d'avoir un expert et qui est inconsciemment compétent. C'est ça, les numéros Alors 10. Mais on va quand ouais, non. même vulgariser pour l'audience, tu vois? Oui, 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 effectivement. My bad, encore une fois, mea culpa. Alors une API, en fait, c'est une interface qui permet de faire, 2 logiciels, donc sur le web, sur internet, communiquer. Par exemple, pour illustrer ça, grâce à une API, je suis capable de liker, par exemple, une musique sur YouTube et de l'ajouter automatiquement sur mon compte Spotify. Ou bien je suis capable aussi automatiquement d'afficher les prévisions, de la météo sur mon site web. En fait, on va utiliser des services et on va faire en tout cas sans interface homme-machine, donc sans passer par, l'interface utilisateur, on est capable de faire communiquer, 2 logiciels entre eux. Super. Tu parlais, de serveurs, c'est super, je rebondis dessus puisque en grosse marketing durable, quelque chose qui est hyper important, j'explique aux gens qu'il faut commencer, en étant plus responsable déjà par rapport, à ton empreinte carbone et ta ce que tu peux digitaliser et être plus respectueux de l'environnement. Aujourd'hui, tu as des serveurs qui sont plus respectueux. Aujourd'hui, tu peux faire de l'éco-conception, tu vois, de sites web. Tu peux utiliser, des typos, quand tu imprimes. Alors moi, j'imprime plus, hein, maintenant, c'est fini. Mais pour ceux qui impriment, tu peux utiliser des typos, en fait, qui sont moins gourmandes en encre. Donc hyper important d'être conscient qu'aujourd'hui, il y a des hébergeurs beaucoup plus responsables parce qu'on vit quand même, hein, dans un monde numérique. Donc petit, tips, que je passe dans la conversation. Par rapport aux outils, moi je dis toujours que, la compétence elle passe pas par les outils, tu vois? Il faut d'abord connaître un petit peu sa strate. Justement, une strate qui pour moi devrait être long terme. Toi qui, coach, des entrepreneurs, toi qui, d'ailleurs a un programme dont tu vas nous parler, hein, un petit peu plus tard dans le podcast, super d'ailleurs, hein, ce que tu as fait, moi je suis assez fan. Est-ce que tu peux, nous donner, selon toi, les 5 outils justement qu'il faudrait avoir pour, ben, tu vois, se lancer, dans, un petit business, digital? Parce que je sais que tu es une bonne référence là-dessus. Ouais, clairement. Alors en fait, je sais, des gens vont me critiquer.
mais c'est pas grave, j'assume ce que je vais dire. Pour moi, il y a un outil que je critiquais beaucoup en termes de business digital, c'était System.io. Je trouvais que ça faisait cheap, je trouvais que ça faisait pas forcément professionnel, je trouvais que ça faisait un peu, tout, infopreneur, qui veut te promettre une vie de rêve et cetera. Donc j'aimais pas du tout cet outil que j'ai regardé il y a déjà quelques années. Là, ce qui s'est passé, c'est que, System.io, aujourd'hui, ils ont tellement bien évolué, ils ont une roadmap qui est publique et cetera, qu'aujourd'hui, déjà, tu sais, je te parlais de mutualiser les outils. Aujourd'hui, sur System.io, tu es capable d'avoir tes tunnels de vente, donc tes pages de capture, tes pages de vente, tes pages de paiement. Tu peux plugger dessus, donc tu peux connecter dessus, donc via API, des systèmes de paiement, donc tels que Stripe, par exemple, ou bien GoCardless, donc les gens peuvent payer directement. Tu peux avoir ton site internet dessus, donc écrire tes articles, faire du SEO. Tu peux faire de l'email marketing, donc typiquement envoyer tes newsletters, etc. Tu peux héberger ta formation, donc mettre tes vidéos, mettre tes PDF, faire ce que tu veux. Tu peux suivre la progression de tes apprenants. Tu peux avoir la communauté, donc comme un forum au même endroit. Et tu vois, au final, tu as un outil qui peut te permettre de gérer tout ça. On parlait de data. Quand on fait du growth, le nerf de la guerre, c'est la data, mais c'est surtout l'attribution. C'est-à-dire, quelle action a permis d'amener quel résultat. Et ça, c'est extrêmement difficile. Mais par contre, tu vois, par exemple, dans System.io, aujourd'hui, je suis capable de dire un utilisateur, avant qu'il devienne client, il a ouvert X email, il est passé par telle page de vente, il a répondu X fois, il a avancé dans le parcours gratuit. J'ai tout ça au même endroit. Et le fait d'avoir ça, c'est vraiment une mine d'or. Donc, pour répondre à ta question, 5 outils qui peuvent être pertinents. Déjà, je pense que System.io te permet déjà d'économiser 2 à 3 outils. Parce que tu vas pas prendre un truc qui fait que de l'emailing, tu vas pas prendre un outil qui fait que des tunnels de vente, tu vas pas prendre un outil qui fait qu'héberger ta formation. Donc déjà, tu économises des outils. Ensuite, je pense qu'il faut un outil potentiellement d'automatisation si tu veux faire des choses en plus. Donc si par exemple ça peut être de la génération de leads ou bien même des process ops, donc opérationnels pour automatiser des process. Moi, j'utilise N8N, donc N8N qui s'écrit n8n.io, qui est un outil déjà open source, premier point, et qui est un outil qui fonctionne très bien dans le cloud pour ça. Donc il y a pas mal aussi d'API qui sont déjà disponibles. C'est un peu comme Zapier ou Make, que peut-être d'autres personnes connaissent. Moi, j'utilise N8N parce que je trouve que c'est peut-être le plus difficile à prendre en main, mais par contre, c'est celui qui offre le plus de liberté. Donc ça, pour moi, ce serait N8N. Et ensuite, le dernier point, le dernier outil qui pour moi est pertinent, il te faudra un outil potentiellement de gestion de projet pour fonctionner en agilité, pour avoir tes informations, puisque tu es sur plein de projets, donc pour pas oublier les tâches que tu as à faire, quoi. Et moi, j'utilise Notion. Donc Notion que je trouve qui fonctionne bien en étant à la fois un peu comme un wiki, donc un endroit où tu peux mettre de l'information qui est à disposition, de la documentation pour ton équipe, pour tes freelances, pour tes associés, peu importe. Mais tu as aussi, l'outil est tellement malléable qui peut te servir aussi de gestion de projet. Et typiquement, ce que fait Trello, peut-être que c'est un outil que les gens connaissent, ou ce que fait Asana ou autre, donc ils ont ou bien peut-être les gens des grands groupes connaissent Jira. Bah, typiquement, en l'occurrence, Notion te permet de faire ça. C'est-à-dire que tu peux vraiment avoir un Kanban avec des cartes que tu déplaces de la colonne à faire, en cours, à valider, terminer, etc. Donc si je devais résumer, aujourd'hui, moi, j'ai une stack, donc ensemble d'outils, System.io, N8N et Notion. Et en général, en tout cas, ça permet c'est du 80-20, c'est du Pareto. Ça te permet de faire ce que tu veux faire, quoi. Que de la valeur. Moi, ton talent me merci. Est-ce que tu pourrais partager avec nous un exemple concret de toi, ce que tu fais pour justement intégrer de la durabilité dans ton activité au quotidien? Professionnelle, hein? Ouais, non, pas de souci. En gros, si tu veux, ça va faire écho à ce que je disais précédemment. Mais typiquement, tu vois, moi, j'ai géré un SaaS. Et typiquement, un SaaS, donc tu as beaucoup de flux dessus, tu as beaucoup de call API, et cetera. J'ai passé, je pense, allez, peut-être 2 semaines, 2 ou 3 semaines à peu près, bon, je sais plus exactement, mais à peu près 2 ou 3 semaines à refactoriser. Donc encore une fois, comme en mathématiques, j'ai mis entre parenthèses des choses, j'ai multiplié, et cetera. Donc en gros, je me suis dit: «OK, j'avais plein de workflows un peu partout» et je me suis dit: «En fait, comment je peux mutualiser tout ça pour que justement, en fait, j'ai qu'un seul workflow, pour que je puisse gagner du temps, pour que quand je débug, ce soit beaucoup plus simple» et donc du coup, j'ai mis en place, ça. Donc
C'est ce qu'on appelle communément dans le milieu un peu technique, ben, la dette technique. C'est ce qu'on appelle le legacy code. C'est-à-dire que au début, tu vas aller vite, donc tu codes un peu n'importe comment, pour faut dire les termes. Et puis ensuite, ben, arrivé à un certain cap, si tu veux aller plus loin, tu es obligé de factoriser, de remettre les choses à plat, que ça fonctionne bien, et surtout que quelqu'un puisse reprendre derrière. Donc moi, par rapport à ça, tu vois, on parle de durabilité de jeu long terme. Je savais que les workflows au début, ils fonctionnaient, mais par contre, c'était très difficilement maintenable dans le temps, tu vois, pour les maintenir. Et donc, du coup, ben, moi, j'ai tout mutualisé. Et aujourd'hui, il n'y a qu'un seul workflow qui fait que, tu vois, une seule personne peut le gérer et c'est beaucoup plus viable dans le temps, quoi. Tu vois, ça doit faire presque un an que j'ai pas touché au workflow parce qu'en fait, il fonctionne très bien, quoi. Alors, tu peux expliquer ce que c'est un SaaS, Software as Ah a oui, Service? Non, mais je suis là non, là, pour rappeler à l'inconscient compétent qu'il faut. non, non, mais c'est vrai, franchement, merci pour tu fais vraiment bien ton rôle de gardien des termes, de gardienne des termes. Alors oui, un ça, donc Software as a Service, donc c'est encore une fois un acronyme. Si tu veux, en fait, pour le comparer très simplement, quand tu as un ordinateur, un PC, tu vas télécharger un logiciel que tu vas installer. Un SaaS, c'est la même chose, sauf que c'est dans le cloud, c'est sur Internet, et il te faut juste une connexion Internet. Donc en gros, c'est Software as a Service. Donc en gros, c'est du logiciel, mais tu vas juste t'abonner. Typiquement, Spotify, c'est un SaaS parce que tu vas t'abonner et tu vas en tirer de la valeur. Des outils comme, je sais même pas, ce que je pourrais dire dans la durabilité, j'en connais pas d'autres, mais typiquement, tu as plein d'outils aujourd'hui, nous on utilise plein d'outils dans le growth, où dès que tu payes un abonnement en ligne, c'est que c'est un SaaS, en l'occurrence. Et il y a aussi une thématique juste sur le SaaS, c'est que, alors oui, c'est du logiciel en ligne, et il y a surtout une dimension de récurrence, c'est-à-dire que tu vas payer un abonnement, du coup, tous les mois, qui va faire que tu vas considérer que tu as un SaaS. Super. Est-ce que tu as découvert des opportunités justement en adoptant une approche, plus durable? Quand tu veux dire opportunité, est-ce que tu peux juste préciser? Opportunité sur à quel niveau, par exemple? Au niveau de la croissance? On est toujours sur, comment on fait pour durer? Comment on fait pour être plus respectueux de la planète? Comment on fait pour avoir plus d'impact? Tu vois? Mmh. Ouais, non, clairement. Je peux te donner un exemple. Dans une des boîtes où je suis passé, donc quand j'étais lead growth, on faisait une croissance à 3 chiffres. Quand tu fais une croissance à 3 chiffres, il y a 2 choses qui se passent. Le premier, la première chose, c'est que tu es extrêmement content, mais la deuxième chose, c'est que si tu n'es pas prêt, tes process explosent en plein vol. Et donc du coup, tu ne peux pas, gérer, en tout cas, une croissance avec ce que tu faisais avant ces 3 chiffres et après ces 3 chiffres. Et donc du coup, à ce moment-là, quand on fait cette croissance-là, c'est démentiel, ça va très vite. On close des fois en DM alors qu'on n'est pas des sales, et cetera. Ça va extrêmement vite. Et donc du coup, moi je prends le parti pris, même chose, de dire à l'équipe: «Écoutez, là ça commence à être très difficile. On est en train de faire beaucoup de choses à la main, on essaie de se débrouiller comme on peut. On éteint des incendies plus qu'on fait quelque chose de très clean et de très smooth. Et donc du coup, le stress se ressent, ben, dans l'équipe. On perd des fois en expérience utilisateur parce que du coup, ben, nos process sont pas bons. Et donc du coup, je prends le parti pris de dire: OK, alors dans cette équipe-là, on était 6 growth hackers en l'occurrence, en me comptant. Mais du coup, j'étais celui qui codait. Et donc, du coup, j'ai dit: «Ben, écoutez, ce que je vais faire, donnez-moi juste, heu, 2-3 semaines pour que moi, en fait, je fasse un mapping de ce qui se passe au niveau des process, du moment où la personne rentre en contact avec nous jusqu'à la fin du moment où on lui délivre la valeur». Et juste à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que, puisque tu m'as demandé, pardon, est-ce que j'ai vu une opportunité? Et ben, en fait, en automatisant tout le process du début à la fin, puisqu'en gros, on vendait de la formation. On vendait de la formation. Donc en gros, à partir du moment où la personne rentrait, on dupliquait j'avais créé avec Google Apps Script. Donc en gros, c'est du JavaScript, mais dans la suite Google, qui nous permet en fait de faire de coder, quoi. Par exemple, les formules que vous avez dans Google Sheet, ben, derrière, c'est du Google Apps Script. Et ben, du coup, moi, j'ai utilisé ça. Et en fait, dès qu'on avait un nouvel élève, automatiquement, je lui dupliquais une fiche de coaching, je lui donnais les droits automatiquement, je le mettais dans le bon dossier, etc. J'envoyais un message au trainer, donc au coach qui lui était attribué. J'envoyais un message aussi à l'étudiant. Il était ajouté au Slack automatiquement. Les messages sur Slack étaient automatiquement envoyés chaque semaine avant les cours, après les cours. Suivant les réponses qu'il mettait dans les typeforms,
on faisait du referral en full automatique, la génération de leads aussi est automatisée. Quand ils réussissaient les quiz, automatiquement, on générait des certificats avec leur nom, prénom en full automatique. Et tout ça, c'est ce qu'on faisait à la main. Tout ça a été full automatisé. Et en termes d'opportunités, ben, en fait, automatiser ça, ça nous a coûté, on était sur une stack qui nous coûtait moins de 50 euros par mois, mais au final, on a pu libérer le travail de deux à trois personnes, tu vois. Et donc, du coup, ça nous a permis de nous concentrer ben, sur d'autres éléments quand on a automatisé justement toutes ces tâches qui sont des tâches qui sont importantes, mais qui ne sont pas forcément des tâches à grosse valeur ajoutée. Ouais, finalement, en fait, en action concrète, quand tu visualises et que tu mappes un peu un parcours client, ta chaîne de valeur, ça peut vraiment t'aider à bah, justement avoir une croissance plus durable et à mieux optimiser en fait les process. C'est génial. Justement, comment tu vois un petit peu l'évolution dans ton activité ou ton secteur hein, aujourd'hui, puisque tu fais plein de choses, de la durabilité dans les prochaines années? Alors, peut-être qu'on va me traiter de faillot, mais je pense que c'est toi qui as ce créneau-là. C'est-à-dire que non, mais c'est vrai, non, mais c'est vrai. En soi, pour moi, ce que tu fais, et on en avait déjà parlé, pour moi, ce que tu fais, je sais pas parce que je connais pas tout le monde en France, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait grand monde qui le fasse au niveau francophone, de dire: «Je fais du growth», puisqu'à la base, le growth, malheureusement, on est très innovant, on bricole beaucoup, on est à la pointe de plein de trucs et du coup, on teste, on teste, on teste et puis ensuite, on step back, on dit: «Ouh, qu'est-ce qu'on a fait?» Et puis là, maintenant, on essaie de faire quelque chose de durable et je pense que toi, ton approche, elle est plus de dire, «OK, je fais des choses, mais tu as déjà cette dimension de durabilité». Donc pour moi, pour répondre à ta question de comment je vois un peu l'avenir du growth sur ça, bien sûr, moi, je suis pas enfermé dans le growth, mais comment je vois quand même ça, c'est qu'en fait, c'est un peu la démarche que pour moi, toi, t'entreprends. C'est-à-dire de dire, OK, on fait des choses, mais venez, on arrête de tout tester dans tous les sens et de casser des choses et de machin, et venez, on essaye de faire des choses qui tiennent un peu plus sur le long terme. C'est pas le plus simple, parce qu'en vérité, encore une fois, quand tu as du growth, tu as forcément de la rapidité d'exécution. Quand tu as de la rapidité, c'est soit tu as des ressources, soit comme je t'ai dit, tu codes ou tu fais des trucs un peu à la va-vite, quoi, et puis tu terres en cours de route. Donc, je trouve que le juste milieu est pas le plus simple à trouver, mais ça veut pas dire que c'est impossible. Et donc, du coup, pour moi, je pense que tôt ou tard, en fait, on est forcé de se baser sur justement cette conscience un peu plus durable, un peu plus long terme pour faire des actions. Et donc, tu vois, moi, je sais que sur plein de choses, je le fais comme ça, tu vois? Rien que, par exemple, sur les cours, aujourd'hui, avant, je faisais beaucoup de cours, en pas en présentiel, mais en tout cas, je délivrais juste le cours, voilà et cetera. Aujourd'hui, j'ai un format un peu hybride où il y a de l'e-learning, mais il y a aussi du présentiel, ce qui fait que, ben, c'est quand même durable parce que la personne, elle peut, regarder le cours à elle-même, elle peut le suivre à sa façon, à son rythme et cetera. Et puis toi, tu es là plus en backup pour dire: «OK, bah, qu'est-ce que tu as pas compris? Je peux t'aider où?» et cetera. Au lieu de recommencer tout le temps, tout le temps, tout le temps la même chose et de dire tout le temps les mêmes points. Donc je pense que c'est ça, c'est plus de dire, comment tu réussis. Après, je pense que c'est toujours un mixte de certaines choses puisque les choses prennent du temps. Rome, c'est pas fait en un jour, donc du coup, tu dois prendre, la vision, tu dois avoir la vision long terme et puis après, ben, petit à petit, mettre ça dans tes actions du quotidien, quoi. C'est ça, mais tu sais, finalement, moi, dans ce que je fais, c'est déjà, en fait, permettre aux gens de prendre conscience qu'ils font de la durabilité, mais ils s'en rendent peut-être pas compte, tu vois? Aller chercher des hacks de croissance durable, tu vois? Des bonnes astuces, mettre des bonnes pratiques et finalement, c'est peut-être, renoncer à certaines choses. Ça, c'est sûr. Je pense que si, tu te mets, dans le gros marketing durable, ben, je pense qu'il y a des choses que tu ne feras plus et finalement avoir, tu vois, cette vision un petit peu plus long terme en toujours pensant aux ODD, les objectifs de développement durable, qui doivent être, tu vois, un petit peu comme un cap que tu vas suivre pour être plus respectueux ben, de la planète dans toutes tes actions. Mais c'est vraiment, je pense qu'il y a un vrai travail de sensibilisation. Hein. C'est vraiment pour ça que ce podcast, il existe, que la communauté, elle existe, parce que tout le monde, moi j'essaye de dire à tout le monde dans leur activité, ils font des choses durables, ils prennent des décisions, tu vois, pour aller vers une croissance durable. Donc, super, super ce que tu me dis. Ensuite, j'avais envie de te demander un petit peu, hem, toi, en matière de durabilité, c'est quoi tes ambitions pour les 10 prochaines années? Qu'est-ce que tu te dis que
c'est sûr que tu vas faire et que tu vas mettre en place, tu vois? En termes vraiment de vision, long terme. Ouais, alors si j'ai la santé, ce qui j'espère arrivera, mon ambition, alors je suis pas sûr à 100, mais mon ambition, j'aurais bien aimé, si tu veux, remonter un sas où en fait, tu puisses lui donner, parce qu'en fait, tu vois, c'est un endroit où moi je perds des fois du temps, c'est la composition de la stack technique. Aujourd'hui, j'ai quand même de l'expérience, donc je vois un petit peu en fonction du budget, qu'est-ce qu'il faut faire, et cetera. Mais j'aurais bien aimé, tu vois, monter un sas où juste tu vas un peu mapper toute ta stack technique et il va te dire: «Bah, écoute, ta stack technique, en fait, voici ce que tu peux faire. Tu peux la remplacer par ça. Tu peux peut-être avoir moins de coûts en mettant ça, ça, ça en place. Ou bien même, voici l'outil que je te conseille, etc.» Donc j'aurais bien juste aimé monter un SaaS où en fait, pour tous les gens qui ont plein d'outils dans tous les sens, qui ont un peu ce qu'on appelle des stacks éclatés. Donc éclaté, ça veut dire il y a plein d'outils partout, pas l'autre sens. En l'occurrence, moi, mon but, si tu veux, c'est de dire, ben ouais, mais donne ta stack à l'outil, à ce SaaS-là en l'occurrence, et donc du coup, moi, on te permet d'avoir une stack que tu puisses mieux maintenir et qui te permet d'avoir moins d'outils dans ton scope, quoi. Super. Alors finalement, tu vois, ce que je retiens un peu, si on peut, résumer les actions concrètes qu'on peut faire, toi, tu dis utiliser la data pour, mieux optimiser, mapper vos parcours, pour aller vers la croissance durable et mutualiser un maximum, en fait, les outils au lieu, d'avoir, une stack énorme où tu perds du temps, de l'argent ou attention, hein, tout ça, tout ce qui est serveur, hein, grosse empreinte carbone. Oubliez pas aussi que vous pouvez, utiliser des calculateurs, d'empreinte carbone par rapport aux actions que vous pouvez faire au quotidien, donc hyper important d'avoir ça en tête. Maintenant, on arrive à un peu, mon moment, préféré du podcast, c'est de toi. Parler de toi sous le prisme de l'écologie intérieure. L'écologie intérieure, c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur puisque je pense aussi que pour durer, il faut s'occuper de soi. Donc toi, Jérémy de l'Upgrade, est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu comment tu travailles ton écologie intérieure, bah, pour durer dans le temps en fait, pour, rester là? Tu parlais de justement: «J'espère que je serai en bonne santé». Alors comment tu fais? Ouais, bonne question. En fait, je te dis, je serai en bonne santé parce que avant, moi, j'étais asthmatique. Je faisais des grosses crises d'asthme. Tu vois, le genre d'enfant qui peut même pas faire de football parce qu'il tombe dans les pommes après 10 minutes, ça, c'était moi à l'époque. Et donc, physiquement, j'étais pas forcément le plus fort, si je puis dire. Et j'ai beaucoup, 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 beaucoup bossé sur ça. Et je sais qu'en fait, si tu veux, ton corps, juste on va parler de ça et après, je pense qu'il y a d'autres thématiques, mais rien que ton corps, en fait, c'est ton véhicule. C'est-à-dire que si tu prends pas soin, c'est très difficile d'aller atteindre tes objectifs. Parce que ton corps, il sera avec toi toute ta vie. Il y a même pas de débat, tu seras toujours dans ce corps, etc., etc. Maintenant, à partir de là, je pense que, ok, on a dit ça, mais en fait, le carburant que tu mets dedans. C'est-à-dire, le carburant, c'est comment tu manges, qu'est-ce que tu bois, euh, à quel point tu dors bien ou pas, le sommeil est ultra important. Donc en fait, moi, j'essaie de faire attention à tout ça, à me dire comment je me nourris, est-ce que je respecte justement ce corps-là pour lui donner ce dont il a besoin, est-ce que je lui donne assez de sommeil pour qu'il puisse m'accompagner, puisque, ok, j'ai des grandes ambitions, mais est-ce que je me donne aussi les moyens de ces ambitions-là? Et ça passe aussi par justement comment je me traite moi-même, si tu veux, tu vois. Donc là, je parle très physique. Maintenant, il y a tout ce qui est mental aussi, c'est-à-dire, voilà, est-ce que tu t'accordes justement ce repos mental, parce que je pense qu'on est un peu tous passés par là, surtout dans les milieux. Moi, j'ai beaucoup été façonné par le milieu startup où tout va vite. Et puis, des fois, en fait, ça peut te causer des gros coups de fatigue parce qu'en fait, des fois, tu le vois pas venir. Des fois, tu as juste envie de faire beaucoup de choses. Aujourd'hui, je sais que le jeu, c'est un marathon. Et je sais que quand tu veux courir un marathon, tu le cours pas de la même façon que tu cours un sprint. Il faut que tu sois conscient de ça. Et donc, du coup, maintenant, je sais que j'attends pas d'être fatigué pour me reposer. Je m'impose, par exemple, d'arrêter de travailler à une certaine heure. Je m'impose de dormir un certain nombre d'heures. Je m'impose de rester en mode avion avec mes téléphones avant une certaine heure, parce qu'en fait, je sais que c'est ce qui me permet de tenir sur le long terme. Et donc, des fois, les gens me disent: ouais, Jérémy, comment tu fais plein de trucs, etc., etc. La vérité, c'est que je fais pas beaucoup de trucs. Je fais beaucoup de trucs, oui et non, mais c'est surtout comment j'essaie d'utiliser les heures que j'ai à ma disposition, puisqu'on a tous les mêmes. Tu vois, donc en fait, à partir du moment où tu sais, tu fais ton time boxing, tu as tes moments de focus, t'as des méthodes de Pomodoro, etc., etc., mais tu es capable d'aller shooter un gros volume de travail en très peu de temps, tout en te préservant
au niveau physique et autres. Tu vois, moi, c'est impossible que je rate une séance de sport, peu importe. Tu vois? C'est impossible. C'est impossible que je rate une séance, de méditation et cetera. Il y a plein de choses comme ça où je suis intransigeant dessus parce que je sais que c'est ça qui me permet de rester, performant et de tenir sur le long terme, quoi. Oui, c'est vrai, on n'a pas parlé de ton volet productivité parce que ça aussi, c'est un de tes talents. Le product owner aussi, mais on en parlera avec le self upgrade. OK, super, je pense que enfin, tu as complètement raison. Alors Pomodoro, c'est quoi? Pour ceux qui ne l'utilisent pas cette, technique? Oui, my bad. Franchement, je vais m'excuser. C'est la troisième fois que je m'excuse dans ce podcast, mais bon, c'est le moment des pomodoro, en fait, si tu veux, donc je crois que ça veut dire tomate en italien, si je me trompe pas. Et en fait, pomodoro, c'est juste une méthode qui consiste à travailler. Alors, il y a plusieurs, mais celle qui est la plus connue, c'est celle qui consiste à travailler 25 minutes, donc vraiment focus sur une tâche, et à se reposer 5 minutes. Et ensuite, à recommencer à travailler 25 minutes et à se reposer 5 minutes. Des fois, les gens utilisent le pomodoro de 50-10, donc 50 minutes de focus, 10 minutes de pause. En fait, ce qui est intéressant avec ça, c'est que une tâche euh, n'a que le temps que tu lui donnes. Donc en gros, 25 minutes, les gens vont dire ouais, mais c'est pas beaucoup. Et donc du coup, ça force à découper en petits morceaux la tâche qu'on veut aller tacler. Et donc du coup, si toutes les 25 minutes, tu livres quelque chose, donc tu apportes de la valeur, tu dis ah oui, ben j'ai fini d'envoyer mes mails, j'ai fini de faire ma page de capture, j'ai fini de faire mon tunnel, j'ai fini de mettre en place mon automatisation. Et ben en fait, ça te met dans un cercle vertueux de réussite et de commencer à bien exécuter et réussir à atteindre tes objectifs. Et en fait, moi, j'ai ce truc aussi, je pense un peu comme tout le monde, où des fois on est dans le flow et on se dit, alors là, je suis extrêmement concentré, même si ça sonne, j'en sors pas. Et ben en fait, il faut avoir la discipline de dire, 25 minutes sont passées, je sors de là, je me repose 5 minutes et je recommence. Parce qu'en fait, ventiler comme ça permet qu'à la fin de la journée, tu n'es pas épuisé, fatigué, puis avec l'impression d'avoir rien fait. Tu es vraiment dans un mindset pour moi qui est bon. Et tu vois, moi en tout cas, ça fait quelques années que j'ai ces méthodes-là. Et bien sûr, ça m'est arrivé, je les ai mis en place parce qu'au début, ben, je les mettais pas en place et j'étais fatigué et j'ai eu beaucoup de fatigue. Donc maintenant, aujourd'hui, je fais très attention à ça. Donc c'est ça le Pomodoro. Est-ce que toi, tu as déjà été en épuisement professionnel? Ouais, clairement, clairement. Ça m'est arrivé quand j'étais en alternance, puisque quand j'étais en alternance, pour te donner le topo, j'habitais à Cergy, 95. Je travaillais à Levallois-Perret, donc je prenais la ligne L qui prenait 1 heure aller, 1 heure retour, quand il y a pas de problème. Et en plus, j'avais ouvert mes statuts de freelance, donc j'avais des clients. Et donc du coup, en fait, l'épuisement, je pense que j'ai pas fait de burn-out, je pourrais pas dire que j'ai fait de burn-out, mais j'ai eu un gros coup de fatigue et je pense que ça vient quand tu as une conscience professionnelle, que tu veux tout faire et que tu te rends compte que tu peux pas tout faire. Et donc du coup, je me rendais compte qu'en fait, j'avais pris c'est les erreurs du début, hein, mais tu prends plein de clients à gauche, à droite, tu es trop content, c'est le début, et cetera. Et puis tu te retrouves dans un truc où ton dos, il est collé au mur. Tu te dis, ouais, comment je vais sortir de là? Et en fait, tu te retrouves à travailler, mais moi, je me souviens, je m'endormais sur le PC, je me réveillais sur le PC, et ouais, j'étais fatigué. Et ce qui m'a permis de tenir, c'est que j'ai jamais lâché le sport. Donc, j'allais toujours au sport tous les matins, et je pense que c'est ça qui m'a évité de faire un burn-out, quoi. C'est génial. Et comment tu as eu, parce que enfin, là, tu as parlé de sport, tu as parlé de méditation, tu as parlé de techniques de productivité. Quand est-ce que tu as eu le déclic de te dire: «Je dois vraiment mettre des choses en place, je dois, bah, justement, cultiver cette écologie intérieure»? Je dirais que j'ai la chance d'avoir un entourage bienveillant. Et donc du coup, j'ai eu sur mon parcours, tu vois, on parle de durabilité, mais j'ai des relations qui datent de plus de 10 ans, plus de 15 ans, plus de 20 ans aussi parfois. Et donc du coup, en fait, ça fait que j'ai eu la chance d'être bien entouré et j'ai toujours été entouré de personnes qui prenaient soin d'elles. Rien que par ma famille, tu vois, j'ai ma mère qui fait du sport tous les jours, mon père qui faisait du sport tous les jours. J'ai toujours vu les gens actifs autour de moi. J'ai toujours vu aussi, tu sais, quand tu grandis aussi aux Antilles, c'est pas comment dire ça? C'est pas forcément tu pas forcément la même mentalité qu'ici en hexagone. C'est-à-dire qu'ici, on est très focus productivité. On va vite, on essaie de tout mutualiser, on fait du sport en même temps, on écoute un podcast, on roule en même temps, on écoute ça. Je suis dedans, donc je m'inclus dans le lot. En vérité, tu vois, comme moi j'ai grandi aux Antilles, en fait, tu comprends qu'il y a des choses des fois plus importantes que tout ça, parce qu'au final, à la fin, c'est juste des projets, mais quelles sont les relations que tu développes avec les gens, et cetera. Et donc du coup, j'ai appris que
bah, fallait prendre soin de soi avant tout. Donc, même chose, je pense que j'ai pas forcément eu un gros déclic, mais je pense que c'est plus mon éducation qui a fait que, tu vois, moi, ma mère m'a toujours dit: «Oui, tu fais-toi passer avant». C'est obligatoire, c'est important pour que toi, si tu veux aider les autres, aide-toi déjà. Tu sais, c'est la stratégie du masque à oxygène. Tu es dans l'avion, c'est dépressurisé. Si tu mets pas ton masque, sur le visage, s'il y a ton enfant à côté, dans 15 secondes, tu es dans les pommes et tu pourras toi et ton enfant, malheureusement, vous allez disparaître. Donc du coup, mets ton masque, prends soin de toi pour qu'ensuite tu puisses aider les autres, tu vois? Donc moi, c'est plus, une histoire d'éducation que de déclic, si je puis dire. Super. Une des facettes un petit peu, tes talents, c'est le produit. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu aujourd'hui, quelles sont tes actualités, ce que tu développes? Ouais, clairement. Au niveau du produit, donc, en ce moment, à l'heure où on enregistre sur ce podcast, il y a Self Upgrade, donc qui est mon projet en tout cas de cette année. J'ai choisi de me focus dessus, de dire: «OK, on va vraiment lancer ça», donc, Self Upgrade, si tu veux, c'est un peu, je dirais, une entité que je crée et qui est un peu une extension de moi, ma vision des choses. C'est de dire que tous les jours, c'est un peu, il y a aussi la méthode Kaizen, on appelle ça aussi comme ça, mais c'est un peu de dire, comment tu progresses tous les jours et comment tu progresses sur différents aspects de ta vie. Moi, j'ai choisi de commencer par, le digital parce que le digital pour moi, ça a été une émancipation. Ça m'a permis de faire des choses et de connecter avec des gens où j'aurais jamais pensé pouvoir le faire, tu vois? Et donc du coup, en fait, j'ai commencé par ça, donc avec Self Upgrade, si tu veux, on accompagne, ben, les experts, les passionnés ou aussi ceux qui sont salariés, qui ont une grosse expérience, donc qui a de la valeur, à justement créer des produits digitaux. Et quand je dis produits digitaux, ça peut être des e-books, ça peut être des templates, ça peut être des masterclass, ça peut être des cours en ligne, et cetera, pour que justement ils puissent, en parallèle de ce qu'ils font, ils puissent aussi commencer grâce à ce qu'ils ont en fait, si tu veux, dans la tête et qui les anime, ben, aussi à côté, générer des revenus et autres. Donc c'est ce qu'on fait en général avec Self Upgrade. Et tu parlais de produits, ben, en vérité, bon là je vais le dire publiquement, mais la vérité c'est que le programme a déjà commencé depuis à peu près 1 an maintenant. Et en fait, j'ai des bêta-testeurs avec qui je co-construis, l'académie. Et ils me disent, tu vois, j'ai pris des gens de tout horizon, j'ai pris des enseignantes en école primaire qui connaissent pas du tout le digital. J'ai pris des gens qui font déjà, 100 cas par an. J'ai pris des étudiants, j'ai pris des écrivains. Donc il y a un peu de tout et juste, en fait, ça m'a permis de vraiment construire un produit qui soit très pertinent pour les utilisateurs, qui apporte de la valeur. Et tu vois, tu m'as repris à de nombreuses reprises dans le podcast où des fois pour moi, comme c'est ma verticale, je pense que c'est simple et que c'est acquis. Et surtout quand tu parles qu'avec des gens de la startup, ben, vous parlez comme ça. La vérité, c'est que non. Et même chose, tu vois, demain, je sais pas, une infirmière va utiliser des termes techniques avec moi, je vais rien comprendre, tu vois. Donc en fait, il faut aussi comprendre ça. Et du coup, ça m'a permis de vulgariser, de créer quelque chose que, en tout cas, cet accompagnement-là, ce parcours-là, peu importe la personne qui le suit, potentiellement, elle est capable, à la valeur, c'est vraiment de dire, tu as une compétence, une passion, une expérience. À la fin de ça, tu as un produit digital et tu as un système automatisé pour aider le plus de personnes possible avec. Alors, ta promesse, c'est quoi justement? Ma promesse, c'est celle-ci, c'est de dire, en fait, que tu sois un expert, un passionné ou quelqu'un avec une grosse expérience, quand tu vas suivre ce parcours-là, tu seras capable à la fin, le livrable que tu as à la fin, c'est un produit digital basé sur, ta passion, ton expertise ou ton expérience. Et à côté de ça, parce que c'est bien d'avoir le produit, mais c'est aussi un système de vente automatisé pour aller justement distribuer ce produit-là. Donc c'est ça ma promesse, c'est vraiment de dire comment tu vas, si tu veux, réussir, si on parle de bénéfices, comment tu vas réussir à décorréler une partie de ton temps des revenus que tu vas générer. Parce que si tu fais pas ça aujourd'hui, tu vois, on a tous pas, bon, pas tous, mais on a souvent fait du service. Donc, par exemple, moi, imaginons, je vais mettre en place des workflows pour des personnes, pour des entreprises. Et puis ensuite, aujourd'hui, maintenant, j'enseigne aux gens à mettre des workflows en place. Donc, ils suivent le parcours, le programme sur un autre produit que j'ai. Et ensuite, si tu veux, moi, des fois, de temps en temps, ils vont me poser des questions, prendre des coachings avec moi. Mais en fait, il y a une partie de mes revenus qui est décorrélée du temps que je passais avant à faire moi-même l'action. Super. Donc finalement, c'est un peu transformer la passion, les compétences de quelqu'un en un produit digital d'éducation. C'est ça que C'est tu ça, proposes. OK. c'est ça. Et justement, enfin, je voulais te dire que c'était entre autres pour ça que je t'avais invité dans ce podcast parce que je trouve que c'est très durable. Tout ce qui est formation, tout ce qui est, éducation, tu vois, moi, je pense que s'il faut investir dans quelque chose, c'est en toi, ta santé.
et dans ta formation, en fait. C'est un des meilleurs investissements que tu peux faire et je trouve que c'est très durable. Donc sache que c'est pour ça que je me suis dit: «J'ai envie qu'il partage un petit peu son expérience», parce que ce truc de self upgrade, je trouve que c'est assez visionnaire et même le nom, en fait, se dire que finalement tu augmentes soit en termes de compétences, soit en termes de dimension, j'adore quoi. Donc bravo pour ça. On arrive à la fin de cet épisode et donc je vais te poser un petit peu la question signature de l'épisode, c'est: «What's your green plan?» Ah, quel est mon green c'est quoi le green plan exactement? Que je réponde pas à côté? Bah, c'est à toi de nous dire un petit peu, comment c'est quoi ton plan de croissance durable pour toi, quoi? C'est quoi la suite? Donc je te repose la question: «What's your green plan?» OK. Heu, alors pour moi, mon green plan, c'est vraiment en fait, je pense qu'on est défini non pas par ce qu'on dit, mais par ce qu'on fait tous les jours et moi, si tu veux, je m'attelle à avoir des habitudes qui sont saines, en tout cas. Donc je fais comme je te disais, je fais du sport souvent, tout le temps. Je fais en sorte de prendre soin de ma santé mentale. Je fais en sorte de prendre soin aussi de ma santé, bah, financière et donc du coup, en fait, mon but, c'est de me dire: «Si j'arrive à mettre en place des habitudes tous les jours, potentiellement, ma semaine va bien se passer, mon mois va bien se passer et mon année va bien se passer». Donc en fait, je fais beaucoup plus attention à ce que je peux faire aujourd'hui, donc l'habitude que je peux mettre en place aujourd'hui et justement parce que les pendules sont remises à zéro à chaque fois à minuit. Donc tous les jours, mon but, c'est d'avoir des habitudes qui soient cohérentes et alignées aussi avec qui je suis et là où je veux aller, quoi. Super, hyper inspirant. Alors comment on peut te retrouver, Jérémy? OK, bah, écoute, selfupgrade.fr, c'est, le site où vous allez pouvoir trouver, la newsletter, les ressources gratuites, le building public avec Alexia, donc pas mal, Alexia qui est là, hein. Donc pas mal de choses, sur LinkedIn, Jérémy François tout simplement et sur Instagram, Jérémy Upgrade. Ça, c'est plus un petit peu, les coulisses, je partage un petit peu, ce que je fais dans mon day to day, quoi. Super, en tout cas, moi qui te suis, hyper inspirant ce que tu partages, des livres, des podcasts, des méthodes, vraiment, enfin, je trouve que c'est impressionnant ce que tu fais. Donc bravo pour tout ça. Bah, je remercie, tout, le monde, de nous avoir écoutés. J'espère que, cet échange a pu vous aider à, penser aujourd'hui d'autres actions concrètes pour être plus respectueux de la planète et aller, dans le sens d'une croissance durable. Merci Jérémy d'avoir accepté mon invitation. J'espère que tu reviendras parce que c'est vraiment un plaisir et I've been upgraded. Tu vois? C'est l'effet Jérémy François. Donc merci pour ça. Eh beh, écoute, franchement, ouais, encore une fois, merci pour l'invitation, Alexia. C'est top aussi ce que tu fais et puis je pense encore une fois que tu es assez pionnière dans ta verticale, donc hâte de voir, tout ce que tu vas faire avec tes projets aussi, quoi. Tu vas pas t'ennuyer. C'est tout ce que je peux te dire. À très vite. Merci, ciao, ciao.